Professeur Fauchier, bonjour. Bonjour. Nous avons projeté de discuter des nouvelles recommandations sur la fibrillation auriculaire qui sont publiées à l'occasion de ce congrès. Une des 5 recommandations, je crois, sorties à ce congrès. Sur la fibrillation auriculaire, il est évident qu'on va parler beaucoup d'anticoagulants. Alors, volontairement, j'aimerais mieux qu'on essaye de parler plutôt de rythmologie que d'anticoagulants. Et quels sont les points forts de ces recommandations en termes strictement rythmologiques? Alors pour ce qui concerne la stratégie antiarythmique, il est bien rappelé qu'elle passe après les anticoagulants et après le contrôle de la fréquence cardiaque. Et puis troisième point, on se pose la question de savoir quand est-ce qu'il faut envisager une stratégie de contrôle du rythme, rétablir le rythme sinusal. Il est bien rappelé que c'est quand on a des symptômes pénalisants que le patient pourra avoir une stratégie de contrôle du rythme. Et deuxième point, quand on pense que le rythme sinusal serait bénéfique, mais que c'est une cible accessible, ce qui est quand même tout le travail d'évaluation médicale. Pour ces patients, possibilité d'antiarythmique, possibilité de traitement par ablation. Il faut admettre que pour la plupart des patients, ça va être des antiarythmiques. Là, il n'y a pas de modification. En l'absence de cardiopathie, les antiarythmiques, à peu près tous peuvent être utilisés. Le sotalol pour les coronariens ou en cas d'hypertrophie. Et puis dès qu'on a de l'insuffisance cardiaque, on est limité à de l'amiodarone. Les possibilités de stratégie par ablation. L'élément nouveau, c'est qu'il est proposé que l'ablation puisse être envisagée en première ligne pour certains patients, presque au même niveau que les antiarythmiques, sur la base des préférences du patient, une fois qu'on lui a bien expliqué risque, bénéfice pour le résultat. Il est bien entendu que ces procédures et cette stratégie antiarythmique, c'est un bénéfice en termes de symptômes, pas un bénéfice sur des critères durs de mortalité. Il est rappelé qu'il y a ces différents produits, que l'ablation peut être envisagée, c'est un niveau de recommandation 2A, éventuellement même en première intention 2A pour certains patients, principalement quand il y a une fibrillation atriale paroxystique. Et puis pour les spécialistes, il est indiqué quelle procédure doit être réalisée, et c'est l'isolation des veines pulmonaires qui est l'élément majeur à obtenir. Les autres lésions doivent être faites par des spécialistes et ont un bénéfice qui est parfois obtenu, parfois moins. Donc c'est quelque chose qui reste, on va dire, plus accessoire et ce sont des lésions qui se font de deuxième intention. C'est une isolation des veines pulmonaires qui doit être faite pour ces patients quand on envisage une stratégie de contrôle du rythme. Décision finalement assez lourde. Est-ce que identifier les patients chez lesquels vraiment il y a une gêne, parce que les patients se plaignent normalement, mais est-ce que c'est facile ou est-ce qu'on peut se tromper? C'est tout l'art de la médecine. On revient sur l'échelle de symptômes proposée par la Société européenne qui avait eu un succès modéré, mais je pense que c'est vraiment la difficulté, c'est d'évaluer non pas les symptômes, mais la sévérité des symptômes. Est-ce que c'est vraiment extrêmement pénalisant? Et deuxièmement, voir si ce rythme sinusal va pouvoir être maintenu sur une durée tout de même suffisante, et que ce ne soit pas juste un feu de paille. Vous parliez de l'ablation des veines pulmonaires. Est-ce qu'il y a eu des choses nouvelles depuis les dernières recommandations? Je ne sais pas de quand elles datent d'ailleurs. Les dernières recommandations dataient il y a eu une mise à jour qui était en 2012. Les éléments nouveaux sont plutôt des résultats négatifs en termes de grands essais. Il y a eu des innovations techniques, des nouvelles méthodes avec des résultats initialement prometteurs, et puis des grands essais, en particulier l'étude STAR-AF, randomisée, comparant isolation des veines pulmonaires comparée à des lésions complémentaires plus complexes qui, pour la fibrillation atriale persistante, n'ont pas montré de bénéfices objectifs avec les méthodes les plus complexes, voire même des résultats un peu moins bons. Donc ça a incité pour les recommandations à rester sur quelque chose d'assez standardisé, et pour le moment le plus simple paraît aussi le plus recommandable. On admet donc que notre patient est très gêné, qu'il le reste malgré les antiarythmiques, malgré une procédure d'ablation. Qu'est-ce qu'on fait?
C'est le mérite des auteurs des recommandations de s'être attaqués à ce problème et d'avoir proposé un tableau, quoi faire en cas d'échec des antiarythmiques, en cas d'échec de l'ablation, en cas d'échec des deux, avec un algorithme qui est créatif, on va dire, mais de ce qu'on peut envisager. Réévaluer la nécessité de contrôle du rythme, réévaluer la possibilité de mieux contrôler la fréquence, envisager des solutions d'ablation répétée, des solutions complexes d'ablation chirurgicale, proposition d'un Heart Team, une réflexion presque pluridisciplinaire pour trouver le meilleur arbitrage au cas, par patient, parce que cette stratégie de contrôle du rythme, je ne dirais pas qu'elle est destinée à échouer, mais c'est très souvent que l'on doit faire avec les récidives et changer partiellement les fusils d'épaule et trouver de nouvelles solutions. Pour rassurer ou inquiéter les cardiologues qui vont nous regarder, c'est quelque chose de fréquent, c'est multirésistance au traitement? On a l'impression que lorsque l'on envisage les traitements par ablation, il va y avoir deux groupes de patients, ceux qui sont quasiment définitivement tranquilles et qui vont pouvoir être tranquilles pendant plusieurs années sans surenchère thérapeutique. Et puis il va y avoir peut-être cette moitié de patients sur lesquels les rechutes sont destinées à revenir. Certaines ne sont pas vraiment gênantes, d'autres le sont. Et il faut avoir en tête les possibilités, les adaptations de chacun. Donc je dirais, il y a le problème de la fibrillation atriale associée à l'insuffisance cardiaque. Ce sont les patients qui deviennent plus fréquents, qui sont les plus symptomatiques, sur lesquels il y aurait possiblement le plus de bénéfices à avoir le rythme sinusal, mais pour lesquels les résultats ne sont pas forcément les meilleurs. Donc ça, la fibrillation atriale, insuffisance cardiaque, c'est beaucoup de patients pour lesquels il faut se préparer à avoir des ressources et des propositions à faire pour le patient. Sachant peut-être que le recrutement des rythmologues n'est pas le même que celui du cardiologue de ville et que vous en voyez plus. Oui, parce qu'on est aussi amené à avoir des patients insuffisants cardiaques graves dans beaucoup de centres et que la fibrillation atriale fait partie de la prise en charge de ces malades. Et se fixer des objectifs raisonnables et voir les bénéfices les plus importants qu'on peut obtenir sans perdre de vue la prévention des accidents vasculaires cérébraux, la prévention de l'insuffisance cardiaque, enfin la prévention des symptômes, plutôt que de se focaliser trop sur un aspect purement électrocardiographique. Pour conclure, des recommandations de bon niveau, intéressantes, pratiques, qu'on attendait. Est-ce qu'on attend autre chose? Quelques éléments nouveaux, ce n'est pas des éléments de révolution, mais je pense peut-être une vue plus pratique et peut-être qui répondra à certaines questions manquantes, probablement une vue moins dogmatique des stratégies antiarythmiques par rapport à ce que ça a pu être il y a une dizaine ou une vingtaine d'années. Oui, ça c'est l'élément nouveau dans ces recommandations possiblement. On souhaite que ça s'applique à toutes les autres recommandations finalement. Le plus possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup.